Voilà, donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième rendez-vous des invités du CRIMI pour lequel nous recevons Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du journal La Croix, qui vient nous présenter le baromètre La Croix-Cantar de la confiance dans les médias et qui nous fera une présentation un peu anglais sur le thème de la confiance dans les médias, un enjeu de démocratie. Pourquoi cette confiance? Pourquoi est-elle importante pour pouvoir soutenir notre démocratie? Et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pauline et merci Sylvain aussi pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est effectivement très très intéressant, très important pour la Croix de pouvoir vous partager un baromètre, donc un sondage en fait, qui a été réalisé en octobre et rendu public le 22 novembre à Paris lors d'un événement qui s'appelle Médias en scène et durant lequel donc nous avons avec nos amis de Kantar, l'Institut de sondage Kantar, présenté ce baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Et c'est un baromètre qui est ancien. Il existe, c'était la 37e édition qui a été réalisée cette année. Et le terme baromètre signifie que en fait il y a des questions qui sont un peu récurrentes et qui viennent un petit peu chaque année, ce qui permet de vérifier d'une année sur l'autre l'évolution de l'opinion sur un certain nombre de questions clés. Mais sinon, nous avons aussi introduit des questions qui tiennent davantage compte des évolutions technologiques très rapides que traverse le monde des médias aujourd'hui. Et notamment, nous avons posé une petite batterie de questions sur les réseaux sociaux et également de premières questions sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour essayer de connaître le sentiment des Français vis-à-vis des médias. Voilà, donc l'enjeu de la confiance dans les médias, il nous paraît très important parce que c'est finalement la possibilité. Les médias sont à la fois le quatrième pouvoir en quelque sorte, mais ce sont surtout des relais, des intermédiaires, finalement qui font de la médiation et qui permettent de créer justement cette médiation entre les événements, l'actualité et la façon dont le public, l'opinion va les recevoir. Et donc l'un des enjeux pour les médias, c'est l'enjeu de sélection, de hiérarchisation, de pédagogie, voilà, pour permettre aux lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes de bien s'approprier ces sujets. Et en règle générale, mais on verra que c'est une évolution qui est en cours, en règle générale, l'un des grands enjeux finalement, c'est l'objectivité de l'information, de la présentation de l'information, l'honnêteté dans la présentation de ces informations. Et le présupposé finalement de la confiance dans les médias, c'est que cette confiance, elle existe si le public a le sentiment que les médias sont honnêtes, en quelque sorte, dans leur présentation de l'actualité. Voilà, alors donc je clique sur devenir présentateur, c'est ça Pauline? D'accord, donc j'y vais. Et donc voilà, comme je vous disais, je commence un petit peu le commentaire de ce baromètre. Là, ce que vous aurez sous les yeux, c'est ce qui a été présenté donc le 22 novembre à l'événement Médias en scène, qui est un gros événement qui a réuni 6000 personnes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants aussi d'écoles de journalisme, et puis le grand public intéressé par le monde des médias. C'est un événement qui est organisé par le groupe Radio France et par le groupe Le Parisien Les Échos. Et la Croix était partenaire de cet événement et en fait la journée, puisque ça durait toute la journée, a démarré avec la présentation de ce baromètre. Donc voilà, ce qui signifie aussi combien ce baromètre est jugé important et pertinent par la profession. C'est vraiment un outil pour les confrères journalistes quand il s'agit de connaître un petit peu l'opinion des Français vis-à-vis des médias.
Et tout au fil de l'année, il y a très régulièrement des articles ou des émissions qui utilisent finalement les chiffres de ce baromètre pour étayer leurs propos lorsqu'ils s'intéressent justement à l'univers des médias. Donc voilà, vous êtes vous tous et toutes qui êtes sur ce webinaire, finalement, vous êtes le deuxième grand public à découvrir finalement ce baromètre et ce sondage après les personnes qui étaient présentes à Média en scène le 22 novembre. Et je le glisse tout de suite aussi, si vous voulez le retrouver, si vous voulez retrouver des chiffres, des éléments, des commentaires, vous pouvez aller sur le site de la Croix, la-croix.com, et vous trouverez aussi beaucoup d'éléments complémentaires. Et j'en profite aussi pour le dire, on a aussi réalisé, on est en train de réaliser une enquête qui dure 2 semaines et qui est consacrée à la même question: peut-on faire confiance dans les médias? Donc deux pages par jour pendant 2 semaines pour essayer de raconter aussi de l'intérieur la fabrique de l'information et toutes les transformations qui sont provoquées par notamment l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, Google, etc. Comment la première double page, c'était Google virgule nouveau rédacteur en chef point d'interrogation, voilà, pour signifier le rôle que jouent les moteurs de recherche dans la fabrique des médias aujourd'hui et la fabrique de l'information aujourd'hui. Voilà, donc j'ouvre et je fais donc, voilà, ça c'est les présentations sur la méthodologie du sondage. Donc c'est 1500 personnes qui ont été consultées de 18 ans et plus sur Internet. Et voilà, la première thématique que nous avons voulu traiter, c'est est-ce que les Français sont intéressés par l'actualité? Est-ce qu'ils ont un usage important des médias? Et si oui, quelles conséquences finalement, avec quelle attitude? Voilà, voilà. Donc je passe à la slide suivante. Donc ici on voit, ça c'est pour nous médias, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, 75% des Français, c'est le chiffre à droite, suivent l'actualité avec un grand intérêt, soit un très grand, soit un assez grand intérêt. Mais donc ça veut dire que les Français sont intéressés par l'actualité, ce qu'on traduit un petit peu comme les Français sont ouverts au monde, sont ouverts à la société, sont curieux de ce qui se passe autour d'eux. On n'est pas dans une logique de repli, mais bien d'ouverture. Et c'est un chiffre qui était stable et légèrement en progression par rapport aux dernières années, mais ça fait déjà quelques années qu'on est sur un haut niveau d'intérêt, alors qu'il y a eu des années où on était à 70%, par exemple. Voilà, donc ça c'est très très bon signe. Vous voyez, voilà, depuis 2 ans, l'année dernière on était à 76, là à 75, mais on retrouve des niveaux qui existaient en 2015. 2015, c'est les attentats, donc très très fort intérêt sur ce que pouvaient produire les médias pour maîtriser un petit peu, comprendre ce qui se passait. Mais vous voyez qu'il y a eu des creux très profonds dans l'intérêt vis-à-vis de l'actualité. Donc pour le moment, on est plutôt sur une trajectoire haute. Et il faut signaler d'ailleurs que le sondage a correspondu en fait avec la période de sondage a correspondu avec l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Et donc pendant quelques jours finalement cette actualité, au moment où les personnes répondaient au sondage, cette actualité était très forte et on peut imaginer que ça a contribué justement à l'intérêt très élevé pour l'actualité. Alors voilà, il y a de l'intérêt pour l'actualité, mais en même temps, un Français sur 2 dit ressentir souvent de la fatigue ou un certain rejet de l'actualité. Et voilà, on voit le chiffre de 51%, très souvent ou assez souvent, en tout cas ça veut dire souvent. Et donc ça c'est une interrogation qu'on a voulu creuser, savoir pourquoi il y avait ce sentiment de fatigue. Et voilà des éléments de résultats. Le sentiment qu'on parle toujours des mêmes sujets dans les médias, le sentiment de se sentir angoissé ou impuissant face aux informations, et troisième item, le fait de ne pas avoir confiance dans ce que disent les médias. Voilà, donc le premier item, c'est vraiment le sentiment de redondance
qu'on va tester aussi dans une autre question qui arrivera un petit peu plus loin. Et ça, il faut se dire, peut-être préciser à ce stade de la présentation, que ce baromètre, il pose un constat qui est un constat difficile, voire même un peu amer, si on y met de la subjectivité pour les médias, mais que c'est aussi du coup des résultats qui permettent à chaque média, et en tout cas à la Croix, c'est comme ça qu'on le prend, qui permettent aussi d'interroger finalement la façon dont on travaille et d'essayer de progresser finalement dans l'offre qu'on peut faire aux internautes et à nos lecteurs. Voilà, donc cette idée qu'on parle toujours des mêmes sujets, c'est vrai que c'est un point de vigilance. Ça doit sans doute beaucoup aux chaînes d'infos en continu, enfin à tout ce qui est un peu suivi 24 heures sur 24, sans doute aussi aux réseaux sociaux qui ont des effets d'amplification énormes lorsqu'il y a une actualité qui surgit, enfin et donc qui va tout à coup saturer le champ médiatique, parfois juste pendant une journée. Parfois un peu plus longtemps, mais voilà, ça crée du coup chez je dis les Français pour résumer, mais donc chez les personnes sondées, ce sentiment de redondance. Voilà, et puis le sentiment d'angoisse et d'impuissance, c'est aussi quelque chose de très important. Vous voyez d'ailleurs les évolutions à droite, hein, c'est plutôt en hausse, et donc là aussi, face à des informations qui peuvent être des sujets qui peuvent être stressants, qui peuvent créer beaucoup d'anxiété. Finalement, les personnes sondées réagissent en se déconnectant parfois et par exemple en renonçant à allumer le poste le matin parce que on s'attend à avoir finalement des informations essentiellement négatives et qu'on préfère finalement se mettre en retrait. Donc là, voilà, ça interroge ensuite. Peut-être il y a tout ce concept de journalisme positif, finalement de journalisme de solution, et qui signifie en fait le fait de prévoir dans une émission de télé ou dans le déroulement d'un journal, le chemin de fer d'un journal, comme on dit, de prévoir des informations qui vont être pas bêtement positives, mais qui vont mettre l'éclairage sur des choses qui vont plutôt bien, ou sur des personnes qui sont très engagées dans la recherche de solutions. Donc voilà, il y a des choses, enfin ces chiffres nous amènent à réfléchir sur le traitement qu'on peut avoir ensuite nous-mêmes de l'actualité. Voilà, pour donner un exemple du sentiment de redondance, on avait sélectionné 10 sujets d'actualité qui se sont déroulés dans l'année écoulée, et on avait retenu notamment les émeutes qui ont suivi la mort de Naël et puis la guerre en Ukraine. Vous voyez que ce sont les deux sujets sur lesquels les personnes sondées ont trouvé qu'on en avait trop parlé. Voilà, 50% pour les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, 41% pour l'Ukraine. Et je le précise parce que je crois qu'on n'avait pas retenu de slide sur le fait que le sujet sur lequel les personnes sondées ont trouvé que les médias n'en avaient pas assez parlé, 50% des sondés ont trouvé que les médias ne parlaient pas assez des enjeux de fin de vie. Ça nous a beaucoup surpris. Mais voilà, là on est sur un sujet finalement qui touche sans doute à beaucoup de situations personnelles, finalement à des situations que rencontrent beaucoup de personnes du fait de leurs parents, grands-parents, et donc voilà, visiblement il y a une attente notamment dans la perspective du prochain projet de loi sur la fin de vie, finalement une attente d'explication et peut-être aussi d'illustration davantage par des reportages, par des interviews sur ces sujets-là. Voilà, là on est donc on était là, vous voyez, la première, le premier chapitre en quelque sorte, c'était l'usage que les Français font des médias, et là on pose plus directement la question de la confiance des Français dans les médias, et c'est des chiffres en général qui sont voilà, qui sont pas très bons pour les médias et pour les journalistes, et évidemment qui nous obligent à nous poser des questions
sur notre pratique du métier ou sur l'organisation plus générale du monde du média. Voilà, donc là c'est un schéma peut-être où on peut prendre un petit peu le temps parce qu'il est un petit peu complexe. Vous voyez que donc c'est la fréquence d'utilisation des médias. Donc on voit que on a cherché auparavant on avait finalement quatre catégories. On avait la télévision, la radio, la presse quotidienne et les hebdos, je pense. Et on a voulu au fur et à mesure, je dirais, être plus fin dans la recherche et dans l'interrogation. Et donc les télévisions, on a cherché à décliner en plusieurs types de formats de télévision. Donc vous voyez que la télé reste le média principal utilisé par les Français et finalement le journal de 20 heures ou celui de 13 heures ou d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça reste des rendez-vous très importants finalement, même dans la vie des Français, pas seulement dans la volonté de s'informer, mais aussi dans la vie des Français. Les chaînes d'information en continu aussi, c'est quand même des scores assez impressionnants hein, sur l'utilisation, 76%, que ce soit plusieurs fois par jour, une fois par jour ou quelques fois par semaine. Les réseaux sociaux, donc là on est sur une poussée très très forte de l'usage des réseaux sociaux pour s'informer. Et ensuite donc la radio, la presse quotidienne régionale sous ses différents supports, sites, pages internet et applis. Et puis la presse papier évidemment, et puis voilà la presse nationale qui arrive après. Voilà, donc on est sur des usages quand même assez importants et on a voulu interroger par exemple le podcast qui est un usage aussi qui se développe quand même très rapidement depuis quelques années. Voilà, c'est 31%, ça peut sembler faible, mais en fait quand on sait que c'est quelque chose qui existe peut-être seulement depuis 5-6 ans, c'est quand même une progression très très forte. Voilà, et avec le côté finalement podcast, c'est finalement on est un peu notre propre, on fait son propre choix, donc ça signale aussi la démarche d'écouter ce qu'on veut quand on veut et quand on a du temps. Voilà, faut-il se méfier des médias? Ben voilà, là aussi c'est pas très bon pour les médias. Puisque 57% des personnes sondées disent qu'il faut se méfier des médias sur les grands sujets d'actualité, contre un tiers qui estime qu'on peut avoir confiance. Il y a aussi donc ce chiffre, enfin ces deux chiffres, alors là qui sont très récurrents, c'est la seule bonne nouvelle en fait sur ce sujet. Donc, est-ce que les journalistes sont indépendants des pouvoirs politiques? C'est à gauche, ou des pouvoirs économiques, c'est à droite. Dans les deux cas, donc 59-56%, non, ils ne sont pas indépendants. Donc, c'est évidemment un chiffre très 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 brutal. La seule bonne nouvelle, en quelque sorte, pour faire un peu d'ironie, c'est que ça, c'est une question qui est posée aussi depuis une trentaine d'années. Ça veut dire que la question se posait déjà finalement il y a 30 ans et les chiffres ont assez peu varié depuis 30 ans. Donc c'est assez étonnant finalement, alors qu'il y a une trentaine d'années, la situation des médias était finalement très différente. Il y avait certes quelques groupes de presse, il y avait le groupe Persan qu'on surnommait le papivore, mais finalement on sortait un peu d'une période aussi où il y avait un monopole, il y avait aussi le monopole public finalement sur la radio-télévision. Eh bien déjà la question de l'indépendance se posait et les journalistes étaient jugés pas assez indépendants. Voilà, ça c'est les chiffres donc qui montrent, c'est sur ces deux chiffres de l'absence de la faible indépendance. Vous voyez que aujourd'hui on est à 25 et 23 et sur la trajectoire longue, voilà, on n'a jamais été plus haut que 33%. Et donc il y a donc quelque chose d'extrêmement structurel finalement dans l'appréciation que le public fait du travail des journalistes et de l'indépendance des journalistes.
Voilà, là, tout à l'heure, on était sur la question de l'usage des médias, et là, on est sur la question de la confiance des Français dans les médias. Donc, on peut le lire là aussi en prenant un peu notre temps. Alors, vous voyez que la première, finalement, c'est pas vraiment des médias, mais les premières personnes à qui les Français font confiance, ce sont leurs proches. Et ça, c'est en fait une question, c'est une suggestion, c'est nos amis de Kantar qui nous avaient suggéré qu'on glisse en quelque sorte cet item dans ce tableau. Et nous, on a dit bah pourquoi pas, on voyait pas trop l'intérêt, mais là, on voit mieux l'intérêt, c'est que finalement, les proches, c'est ceux en qui nous faisons le plus confiance. Alors nous, ça nous donne ce résultat nous donne très envie à la Croix pour le prochain sondage dans un an, de creuser cet aspect-là, c'est-à-dire voilà, les proches, est-ce que c'est juste le repas de famille ou est-ce que c'est aussi finalement la boucle WhatsApp dans lequel on se retrouve en groupe d'amis ou en groupe de supporters de l'équipe de rugby ou voilà, est-ce que c'est finalement les abonnés à qui on est avec qui on se retrouve sur TikTok ou sur un autre réseau social. Voilà, c'est cette notion de proche. On voudrait l'interroger l'année prochaine. Derrière, donc, c'est les journaux télévisés d'information toujours, et puis les experts. Ça aussi, c'est très intéressant de les retrouver ici en troisième position parce que finalement, vous vous souvenez tous, lors de la crise du Covid, il y avait un peu beaucoup d'interpellations finalement sur le rôle des experts. Et finalement, est-ce que on choisissait pas toujours les mêmes experts? Est-ce qu'il n'y avait pas des experts qui étaient tenus de côté, etc. En tout cas, on voit que ils bénéficient d'un très fort taux de confiance. Deux tiers des sondés leur font confiance. Ensuite, voilà, on retrouve presse régionale, la radio, la PQN, la presse quotidienne nationale. Et là, j'introduis un petit point qui est, malheureusement, on n'a pas pu mettre cette slide dans la présentation à Média en scène pour pas faire trop long. Mais il y a avec exactement les mêmes items, il y avait une question qui était posée et qui était euh, faites-vous et vous donc là c'est une réponse globale, vous voyez, euh, dans finalement le média dans lequel les Français de façon globale ont le plus confiance. Mais lorsqu'on pose la question et vous dans le média, avez-vous confiance en fait dans les médias que vous suivez? Et là, le taux de confiance est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est très intéressant. C'est dommage donc que je puisse pas vous montrer la slide. Elle est sur le site de la Croix en revanche. Et donc ça montre qu'en fait, il y a une sorte d'appréciation globale que nous faisons, que les Français font de la presse, des médias. Mais lorsqu'on est questionné sur les médias auxquels nous on fait référence et les médias finalement qu'on suit le plus régulièrement, alors là, le taux de confiance, et j'allais dire le taux d'adhésion est très élevé. C'est à la louche, c'est un peu plus 10 à chaque fois. Hein, donc les journaux télévisés d'information, ils sont à 67, à 77, voire même, je crois qu'ils sont au-dessus de 80. Donc ça, c'est intéressant finalement dans les médias qu'on se choisit, le lien de confiance est quand même est nettement plus élevé. Et donc, moi, je traduis ça en disant il y a une sorte de défiance globale vis-à-vis des médias ou de défiance vis-à-vis des médias en général, mais il y a une confiance vis-à-vis des médias qu'on se choisit. Euh, voilà, et là aussi un chiffre intéressant. Donc, pour se faire une opinion, 49% des personnes sondées disent je fais mon opinion en confrontant ce que disent plusieurs médias. Et ça, évidemment, c'est je vais dire, une très bonne nouvelle pour nos médias, mais aussi, je trouve, pour l'enjeu de la citoyenneté et l'enjeu du rapport global à l'information. Voilà, ça veut dire qu'il y a finalement un regard critique finalement dans les médias et l'idée qu'on se fait soi-même son opinion en allant, on ne subit pas finalement le discours des médias, mais on a une attitude en quelque sorte dynamique
et volontariste vis-à-vis de la recherche d'informations. Voilà, là c'est la première fois qu'on posait une question sur le coût de l'information. Vous savez que la numérisation des médias a posé à nouveau frais finalement la question du coût de l'information, puisque on va dire au début d'Internet, les premiers médias qui se sont lancés proposaient l'information gratuitement sur Internet. L'un des symboles de ça, c'est Libération, qui avait très vite fait le choix de la gratuité et qui s'était lancé avec beaucoup de vigueur et d'enthousiasme sur le site Internet. Et en fait, ils se sont rendus compte que d'une part, il y a eu un détournement de leurs abonnés ou de leurs acheteurs en kiosque papier vers la consultation du site Internet. Et comme c'était gratuit, du coup, ils ont vraiment eu des pertes de chiffre d'affaires très, très importantes. Donc ça, c'est une petite histoire, mais qui raconte bien qu'à un moment, la gratuité de l'information a été quand même posée comme un fait par les médias eux-mêmes, avec l'idée que c'était la publicité numérique qui allait permettre de rentabiliser finalement l'information sur Internet. La publicité a été très peu au rendez-vous, et quand elle est là, en général, elle rapporte beaucoup moins que la publicité sur le support papier. Et donc, les journaux, les médias ont été obligés de se réinterroger sur le prix finalement et une stratégie en fait d'abonnement qui est aujourd'hui devenu le modèle économique principal pour les médias sur Internet. Alors voilà, on a voulu donc vérifier ce que les usagers eux en pensaient, et surtout quelles étaient leurs pratiques. Voilà, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Et là aussi, c'est vraiment pas bon pour les médias, puisque vous voyez, en gros, il y a que 18% des personnes sondées qui sont prêtes ou qui déclarent même dépenser de l'argent pour s'informer. Voilà, donc quand on sait que finalement un reportage pour envoyer quelqu'un en Israël aujourd'hui, je vais dire un chiffre un peu au hasard, mais c'est 10 000 euros, ou un papier de correspondant en Égypte, ça va être 300 euros. Enfin voilà, donc je parle presse écrite. L'information a un coût. Et les Français nous disent oui, d'accord, mais nous on n'est pas prêts, on ne paye pas, on n'a pas envie de payer pour finalement pour cette information qui pourtant a un coût. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, vous voyez, la tranche des 25-34 ans, sont davantage prêts à payer. Donc ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais là aussi, on va essayer l'année prochaine de travailler sur cette question-là, d'aller un petit peu plus loin. Sans doute que pour les 25-34 ans, ça correspond au fait de payer pour, alors j'allais dire pour une cause, mais peut-être pour un article très spécifique ou un projet médiatique engagé. Et à ce moment-là, on est donc en adéquation finalement avec ce projet, et on a envie de participer, y compris financièrement. Ce qui est notable, c'est vous verrez justement dans les années qui viennent, de plus en plus, les médias, et La Croix, on commence à le faire aussi, outre le fait de proposer des abonnements, finalement, parfois on sollicite les internautes, nos lecteurs, en leur disant bon là, sur tel projet, on aimerait le financer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre telle somme d'argent ou pour rajouter un peu à votre abonnement? Voilà, tous les médias rentrent un petit peu dans cette logique parce que justement il y a cette perception que, et les grandes associations aussi qui comptent beaucoup sur les dons du public s'appuient beaucoup, ont repéré aussi cette tendance d'être prêt à payer, mais pour un projet spécifique. Là, on a un petit peu précisé, on a voulu préciser, vous voyez, souscrire un abonnement. À chaque fois, c'est en gros 2/3 qui sont pas prêts à le faire. Hein. Là, c'est pas le faites-vous, mais seriez-vous prêt à le faire? Donc les 2/3 sont pas prêts à s'abonner, ne sont pas prêts à payer de manière ponctuelle ou à faire un don régulier.
et même pour la pub, vous voyez, c'est seulement 53%. Donc voilà, il y a vraiment cette idée quand même que non, l'info c'est gratuite et si je peux pas accéder à tel site parce que il y a ce qu'on appelle le mur payant, donc je suis bloqué à un moment dans la lecture, et ben j'irai voir à côté si je peux pas trouver la même information. Là, on a donc travaillé, j'accélère un petit peu. On a travaillé beaucoup, enfin on a posé pas mal de questions sur les réseaux sociaux et là c'est vraiment un fait extrêmement majeur pour nous dans cette étude, c'est ce paradoxe donc que 70% des Français utilisent les réseaux sociaux pour s'informer et qu'il y a seulement 25% qui font confiance dans les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un usage qui est en train de devenir vraiment dominant, c'est même plus qu'un fait majoritaire, hein, c'est bientôt, on sera tous connectés sur les réseaux sociaux et on aura tous envie de s'informer dessus. Et en même temps, on fait absolument pas confiance au contenu qu'on y trouve. Voilà. Et pourquoi on n'y fait pas confiance? Parce que, premier item, cela participe à la diffusion de fausses informations et aux théories du complot. Vous avez 73% des personnes qui sont d'accord. Alors ça, c'est aussi le fait que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'informations qui sont diffusées par des personnes qui ne sont pas des médias ou des journalistes. Et donc là, est-ce que ça participe aux théories du complot? Oui, à 73%. Oui, ça nuit à la qualité de l'information à 68%. Et est-ce que quand même ça apporte pas plus de transparence et de diversité dans l'information? Vous avez que 37% qui disent oui et vous avez 51 personnes qui disent non. Donc là, un autre paradoxe, on a vu tout à l'heure que les journalistes étaient considérés négativement, finalement, défiance et manque d'indépendance, mais en même temps, quand on demande, et lorsque c'est des non-journalistes qui prennent la parole en quelque sorte ou qui donnent des informations, est-ce que pour vous ça vous paraît une bonne chose? Ben globalement non. Voilà, là c'est en fonction des médias, où est-ce que vous avez le plus de chances d'être exposé à des fausses informations, à des fake news. Vous voyez que les réseaux sociaux arrivent largement en tête, donc 49% plusieurs fois par semaine, et un peu de pub pour la presse écrite. Il n'y a que 21% qui pensent la même chose pour la presse écrite. Donc là encore, hein, grosse défiance, grosse suspicion envers les réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que vous seriez favorable à plus de régulation et de contrôle ou moins de régulation et de contrôle? Donc là, il y a aussi une majorité en faveur de plus de régulation et de contrôle. Je sais plus, je crois que c'est la slide suivante. Voilà. Sur cette même question, il y a un clivage générationnel très net, puisque dans les 18-34 ans, vous voyez qu'il y a une majorité qui est plutôt favorable à moins de contrôle et de régulation sur les réseaux sociaux, et les tranches d'âge plus âgées, en revanche, qui sont très très favorables. Donc là, il y a aussi, en fonction de l'âge, peut-être une pratique des réseaux sociaux, une habitude ou un sentiment de confiance en soi-même pour tirer son épingle du jeu sur les réseaux sociaux et savoir distinguer finalement entre, pour faire vite, les bonnes infos et les mauvaises infos. Et voilà, là donc en conclusion, enfin en tout dernier chapitre, le recours à l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est la première fois qu'on posait ces questions puisque ChatGPT, depuis quelques mois, a amené le sujet sur le devant de la scène. Et donc voilà, est-ce que les Français seraient réticents à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Voilà, donc c'est plutôt pas confiance, hein, que ce soit pour choisir les sujets, choisir les articles, voire même rédiger les articles. Là, il y a 62% de Français qui feraient pas confiance dans les médias qui recourraient à l'IA. Mais cela dit, il y a quand même voilà un bon entre un quart et un tiers qui font confiance, et notamment là aussi dans les moins de 35 ans. Voilà, on n'est pas loin de la moitié pour qui, de toute évidence, le fait que l'IA entre en scène et entre je dirais, dans la fabrication de l'information, finalement, ça ne pose pas de problème. Voilà, peut-être parce que là aussi, les moins de 35 ans ont déjà finalement un peu démythifié l'IA et ont déjà des usages, ont conscience que dans tout un tas de domaines, nous sommes déjà des usagers de l'intelligence artificielle. Et la dernière slide, c'est celle-ci. Si un média devait utiliser l'IA, est-ce que vous souhaitez qu'il le signale? Et là, c'est très très clair, c'est donc un oui à 84%.
Voilà, donc il y a finalement une prévention vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et donc là aussi sur l'enjeu de l'honnêteté des médias, il y a une attente des Français pour que ce soit signalé. Voilà, je crois que nous sommes au bout de cette présentation. Voilà, donc en un mot, peut-être juste dire que ce travail sur la confiance dans les médias nous paraît vraiment important, et le lien avec donc l'enjeu pour la démocratie, c'est que nous avons en tant que société, vraiment besoin d'avoir une sorte de socle d'information commune. Évidemment, dans la grande pluralité des différents médias, et la pluralité des médias, c'est vraiment indispensable dans une démocratie pour que chacun puisse se renseigner à différentes sources, et aussi en fonction de ses idées, et finalement trouver des médias qui vont correspondre à ses idées. Mais de façon globale, il est très important que il y ait une confiance finalement dans la production des médias et dans la production des journalistes, puisque c'est eux qui traitent de l'information, et donc c'est à partir de ces informations que la démocratie va pouvoir fonctionner, et que les citoyens vont pouvoir en leur âme et conscience faire des choix importants. Voilà, et en matière de cohésion de la société aussi, là encore dans le respect de la pluralité des médias, mais c'est important qu'il y ait une sorte de confiance généralisée dans l'information qui est dans le socle d'information. Voilà, donc le constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'y est pas en quelque sorte. C'est que finalement les médias aujourd'hui, comme finalement un certain nombre d'institutions, souffrent d'un déficit de confiance très très élevé, qu'on pourrait, voilà, il y a des sociologues qui travaillent un peu sur ces sujets. Voilà, sentiment que les médias finalement fonctionnent un peu en circuit fermé, qu'ils participent un peu finalement d'une élite qui est un petit peu dans l'entre-soi. L'idée aussi que finalement les sujets que traitent les médias ne portent pas assez sur peut-être la vie quotidienne des uns et des autres. Donc voilà, que c'est une information un peu pour sinon pour happy few, en tout cas pour gens très concernés, ouverts, mais qui portent pas assez sur le quotidien. Donc il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'expliquer cette défiance dont pâtissent les journalistes et les médias. Et voilà, donc il y a des réflexions aujourd'hui pour essayer puisque les médias sont un petit peu pris aussi dans cette trappe, je dirais, des réseaux sociaux, dans ce trou sans fond des réseaux sociaux où finalement aujourd'hui on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et donc les médias sont un peu embarqués dans une sorte de déconsidération globale de ces supports. Et donc il y a tout un travail sur est-ce qu'il faut aller vers une forme de labellisation interne à la profession, de qu'est-ce qui fait qu'un média est fiable ou pas. Enfin voilà, donc c'est la réflexion se mène au sein d'organisations interprofessionnelles, d'associations de journalistes, de sociétés de rédacteurs. Voilà, c'est aussi un sujet qui est évoqué aux États généraux de l'information qui sont en cours actuellement. Et voilà, donc le sondage, le baromètre est une pièce à apporter à ce grand débat. Merci beaucoup Jean-Christophe de cet exposé et d'avoir recontextualisé le baromètre dans le cadre un peu plus large des enjeux démocratiques. Alors, vous avez ouvert beaucoup de débats sur le chat, hein, évidemment, vous étiez concentré sur votre présentation, on n'a pas pu le voir, mais voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, de questionnements sur le chat. Et donc, on va essayer de poser les questions et de regrouper tout ça. Alors,
au départ, on a eu une question. On va peut-être juste commencer parce qu'il y a une question de contexte qui vient de tomber, mais je pense que ce serait peut-être pas mal de la passer en premier. C'est sur combien de personnes, combien de personnes ont été interrogées pour ce sondage? Oui, c'est la réponse est apportée par Manon. C'est effectivement 1500 personnes interrogées sur Internet. Voilà. Donc c'est un échantillon représentatif. C'est là du coup c'est vraiment Kantar qui a la main. Kantar, vous savez, c'est l'ancienne Sofres. Donc c'est un institut qui existe depuis très longtemps et qui est très très reconnu dans le monde des sondeurs. Alors, on reviendra sur cette question-là parce que tout en fin de webinaire, je vais venir sur une action qu'on monte en partenariat avec La Croix et qui va amener en janvier un autre webinaire où Kantar sera présent a priori et donc il pourra expliquer spécifiquement ce point, cet échantillonnage et de la manière dont il procède. Donc voilà, Manon, on garde la question, on la posera à Kantar donc en janvier, la date est encore à arrêter, mais elle sera posée et je vous invite aussi à suivre cette visio-là pour poser directement la question auprès des gens de Kantar. Donc on l'endort pas, mais voilà, on posera plutôt à la bonne personne. J'avais Damien qui me posait la question sur s'il existait d'autres baromètres faits par d'autres médias sur cette même thématique ou vous étiez les seuls à faire ce baromètre. Non, il y a d'autres sondages qui existent. Alors nous, on bénéficie vraiment de l'antériorité, c'est-à-dire le fait d'être à la 37e édition, ça veut dire que il y a donc cette capacité à vérifier sur l'échelle longue du temps les évolutions. Et puis, je veux dire, ça nous donne aussi un savoir-faire et ça nous permet année après année aussi d'ajuster, de pousser un petit peu loin le curseur sur telle ou telle question. Voilà, mais il y a donc d'autres sondages qui existent et il y a aussi des enquêtes, mais qui sont du coup, je pense un peu qui sont pas très publiques, mais qui vont parfois extrêmement finement, qui demandent des gros moyens et qui sont vraiment commandés par des organismes de la presse professionnelle et qui permettent d'aller très très loin aussi dans l'analyse fine donc, alors pas tellement de la confiance, mais plutôt des usages des Français. Alors, en tout début de webinaire, vous avez parlé d'objectivité et de neutralité, et Cécile voulait savoir la différence que vous faisiez entre ces deux notions, objectivité et neutralité en termes de journalisme. Ouais, alors pour être précis, je pense que j'ai plutôt parlé de objectivité et honnêteté, mais en tout cas, ces trois termes, que ce soit objectivité, honnêteté et neutralité, on voit bien qu'ils tournent un petit peu autour de la question de la distance qu'on a par rapport à l'information et de l'angle qu'on a par rapport à l'information pour expliquer ce terme d'angle qui est un terme journalistique très important parce que à chaque jour dans les médias, par rapport à un fait, on se pose la question de l'angle, c'est-à-dire par quelle focale, en quelque sorte, on va aborder cet événement. Et pour prendre l'actualité en cours, par rapport au conflit Israël-Hamas, chaque jour, évidemment, pour pas répéter la même chose, entre guillemets, l'angle, c'est très très important. Et donc, disons que l'objectivité, c'est un peu, on le perçoit un petit peu, ou je le perçois comme une sorte d'absolu, mais un peu d'absolu inatteignable. C'est-à-dire que nous, en tant que personne, et notre média en tant que finalement aussi société économique, mais aussi société humaine, à chaque fois, on part d'un certain point de vue. Et donc, il y a peu de médias qui peuvent vraiment prétendre être totalement objectifs. Et serait-ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui aussi à l'échelle internationale que finalement il y a des valeurs universelles, mais en fait elles sont plutôt occidentales. Alors oui, non. En tout cas, il y a d'autres points de vue points de vue africains, asiatiques, etc., qui s'expriment. Donc où qu'on soit, on est situé. Et donc cette objectivité, elle paraît une sorte d'idéal, mais d'idéal un peu impossible à atteindre.
Et donc, on va chercher des termes qui sont un petit peu en dessous et qui vont donc le terme d'honnêteté, c'est celui de dire voilà, j'ai conscience de ma subjectivité, mais à partir de là, j'essaie de faire le travail le plus précis possible dans l'analyse, le plus respectueux dans la pédagogie, voilà, cette notion d'honnêteté et la neutralité. Je pense que c'est quelque chose qui serait encore qui serait un peu dégradé. Là aussi, ce serait un peu l'objectivité, mais prise par l'autre bout, et ça reviendrait aussi à vraiment renoncer à sa subjectivité. Donc, je pense que c'est un terme qui est un peu trop faible. Ouais, alors, ouais, merci. Alors, il y a Philippe aussi qui avait une série de questions autour, en fait, on est centré sur le modèle économique, autour de cette recherche de la nouveauté, de la curiosité, de la création d'audience. Oui. Et plutôt, et de l'autre côté, la notion, alors, j'allais mettre service public, mais le terme est sûrement impropre, mais voilà, ce côté information qui intéresse vraiment les gens, qui est susceptible de faire évoluer les mentalités. Donc, comment vous placez le curseur par rapport à ce paradoxe que soulève Philippe? Alors, le paradoxe du modèle économique, vous voulez dire ou... Oui, le modèle économique qui consiste à faire de l'audience et donc aller vers la nouveauté ou des choses qui sortent de l'ordinaire, et le fait de vouloir aussi être un moteur pour la société, pour des changements peut-être plus profonds. Ouais. En tout cas, c'est vrai que il y a une tension aujourd'hui qui est induite par là aussi Internet et l'enjeu de l'audience sur Internet. Pour prendre l'exemple de la Croix, on a donc des abonnés à notre support. Alors, on a des abonnés maintenant, nos abonnés au support papier au quotidien, ils sont aussi abonnés au numérique. Mais donc les abonnés du quotidien, donc c'est clair avec eux, ils donnent une certaine somme d'argent, ils savent à peu près ils s'attendent à trouver, je dirais plus que des types de contenus, en tout cas une sorte de regard global sur l'actualité, et il y a une sorte de lien de confiance qui est mutuel. Sur Internet, on est obligé d'aller sur une logique très différente qui est la logique de l'audience, puisque l'enjeu c'est pour là aussi essayer d'avoir le plus d'abonnés possible sur Internet. Ça vient très lentement. Il faut d'abord, je dirais, fidéliser. Il faut d'abord se signaler auprès des internautes. Et donc, pour que les internautes, en gros, sachent qu'on existe, il faut effectivement avoir des contenus qui vont percer dans le flux des contenus sur Internet. Et donc là, on est conduit à aller à tenir compte du référencement, et donc c'est là où on revient à Google, qui est donc le moteur de recherche principal. 90% des Français, plus de 90% utilisent Google pour la recherche la recherche sur Internet, et donc on est obligé de se caler un petit peu sur les attentes de Google, sur les mots-clés, de comprendre les algorithmes qui sont montés par Google pour pousser les contenus. Et donc et on est dans cette recherche d'audience, alors même que quand on arrive à fidéliser des internautes, c'est à des niveaux très bas de prix, puisqu'il y a une très forte concurrence entre les différents médias sur Internet. Donc oui, on est effectivement sur des approches, on va dire paradoxales ou complémentaires, pour essayer de jouer en même temps sur des lecteurs déjà fidèles et des passagers comme ça qui parfois ne font que passer et qu'on voudrait raccrocher. Alors, j'ai encore une question d'Audrey qui peut se poser la question sur l'avenir de la presse au regard des chiffres que vous présentez dans le baromètre. Voilà, quel est son avenir de la presse papier, voilà, du journal. Donc, ouais, c'est une question évidemment très lourde. Parce que pour un média comme La Croix, donc un média plurimédia, puisqu'on on a en gros, pour faire vite, 4 supports. On a le quotidien, on a un hebdomadaire aussi qui est lié au quotidien mais qui a sa vie autonome. On a donc la présence sur Internet et la présence sur les applis. Donc l'avenir du papier, c'est un enjeu crucial pour nous parce que c'est encore sur le papier qu'on fait le plus de chiffre d'affaires. Et donc, c'est ce qui permet, quand on parlait du coût de l'information, c'est grâce aux abonnés du papier
qu'on peut continuer à financer une info de qualité. Donc, l'avenir du papier, nous, on souhaite qu'il soit éternel, éventuellement qu'il soit le plus long possible. Peut-être qu'à terme, un jour, puisqu'on constate une érosion des abonnements pour le quotidien depuis des années et des années, et que c'est vrai de tous les quotidiens nationaux ou régionaux, peut-être qu'un jour la Croix existera, enfin le support quotidien aura disparu et que ce sera l'hebdomadaire qui portera finalement l'enjeu du papier. Voilà, donc il y aura toujours du papier et dans l'immédiat, l'urgence c'est d'avancer sur tous les supports en même temps. Alors il y a une question qui va dans la suite de celle-là, qui était j'ai pas noté qui si c'était une question d'Audrey aussi. Si la majorité ne veut pas payer, donc toujours dans l'avenir des médias, ce qui attend les médias, si la majorité des gens ne veulent pas payer de l'information, quel avenir pour la presse globalement? Est-ce que son avenir, ça va être de rester aux mains des grands milliardaires et des grandes familles telles que nous montre le panorama des médias, qui appartient quoi du monde diplomatique de ces dernières années? Ouais, c'est une très bonne question. D'abord, avant de répondre directement sur la presse, je voudrais signaler que les médias en ligne, eux aussi, n'ont pas la vie facile. Et que, pour citer Mediapart, ils ont un modèle économique qui est, je crois, efficace, et donc ils ont vraiment assuré l'avenir de leurs médias. Mais il y a énormément de médias dont on parle beaucoup et qui, en fait, sont dans des situations très compliquées, qui dépendent très régulièrement d'injections de nouveaux fonds propres par tel ou tel mécène. Et donc, les médias en ligne aussi, c'est une affaire pas facile du tout. En ce qui concerne donc les médias en général, la presse, oui, il y a donc ce rôle effectivement de grand capitaliste qui est en même temps qui est effectivement pose la question de l'indépendance des journalistes, et en même temps finalement, s'il n'était pas là, il y aurait pas le Figaro, il y aurait pas Libération, il y aurait pas les Échos, voilà. Donc ce serait aussi un sujet où il y aurait pas le Parisien. Donc voilà, ces groupes capitalistes finalement posent des questions, mais apportent aussi quelque part des solutions, ou en tout cas ils contribuent à la pluralité de la presse. Ensuite, signaler que l'État joue un rôle aussi dans le soutien à la presse. Il y a vraiment une idée générale qui est que la presse en particulier, mais c'est vrai aussi de la radio-télé, mais ça se joue différemment sur la radio-télé avec les acteurs publics que sont Radio France et France Télévisions notamment. Mais en ce qui concerne la presse, il y a vraiment une considération transpartisane que les médias contribuent justement à la démocratie, contribuent au bon fonctionnement finalement de la société, et donc qu'il faut soutenir ce qui s'appelle la presse d'intérêt politique général. Donc c'est un mot-clé pour dire les médias généralistes qui traitent de façon générale un petit peu de tous les sujets. Donc ces médias-là sont soutenus principalement par des aides à la distribution. Il y a une aide spécifique aussi aux journaux à faible revenu publicitaire. Donc La Croix, par exemple, Libération ou l'Humanité ou Présent et l'Opinion aussi. Voilà, on touche un peu d'argent de l'État parce que on a beaucoup moins de revenus publicitaires que Le Monde, Le Figaro ou les Échos, par exemple. Donc voilà, il y a différents moyens par lesquels l'État essaie de faire en sorte qu'une presse généraliste et pluraliste continue d'exister dans le pays. Alors, une dernière question qui a été posée, et puis on va le conclure parce que ça va être une question d'ouverture. Est-ce que ce type d'enquête existe également dans d'autres pays au niveau international, et voir comment se positionnent ces pays par rapport à ce type de baromètre? Ouais, c'est très intéressant, et il se trouve que la semaine dernière, j'ai passé 2 jours en Italie dans un
un think tank. Enfin bon, on était une quarantaine de personnes à réfléchir entre français, allemand, italien. Et donc j'ai fait la présentation du baromètre les collègues allemands et italiens qui étaient là disaient ah mais il faudrait qu'on ait la même chose chez nous. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément l'équivalent. Il y a certainement des enquêtes qui existent, mais là aussi plus sur les usages et moins sur la confiance. Voilà, on sait que dans les pays scandinaves, le niveau de confiance dans les médias est beaucoup plus élevé. Voilà, donc il faudra aller voir de près pourquoi. Mais l'un des éléments de réponse, c'est que la confiance générale, en général, des Scandinaves dans leur société est très très forte. Et moi, j'étais il y a 1 mois et demi au Danemark où on nous a vraiment raconté. Alors c'est un petit pays, 5 millions d'habitants, mais vraiment il y a un niveau de confiance à l'intérieur de la société danoise, les uns envers les autres, qui est très très élevé. Et donc, sans doute que les médias aussi profitent de cette confiance générale. Sinon, l'état de la presse, je sais qu'en Allemagne, par exemple, la presse papier se porte mieux qu'en France. Les Allemands, pour le dire autrement, sont de plus gros lecteurs que les Français, mais ils connaissent aussi les mêmes tendances à une certaine érosion et à la nécessité aussi d'accélérer sur le passage au numérique. Mais de fait, ce serait très intéressant d'avoir une étude comparative dans d'autres pays européens. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des questions sur Hugo Décrypte aussi. Donc, en un mot, Hugo Décrypte, bravo. C'est un jeune homme. C'est une histoire incroyable puisqu'il a commencé à 15-16 ans. Il en a 26 aujourd'hui. Hugo Décrypte aujourd'hui, c'est devenu un média en fait, puisqu'il a une vingtaine de personnes qui travaillent avec lui. Mais et sa matière première, c'est quand même en bonne partie nous les autres médias. Mais un grand coup de chapeau parce que il a en faisant ce qu'il aimait faire, finalement, il a aussi fait ce qu'aiment beaucoup de jeunes. Et moi, je l'ai découvert par ma fille et effectivement, j'étais assez scotché et je suis assez scotché par tout ce qu'il arrive à faire. Donc oui, on adorerait bosser avec Hugo Décrypte, mais maintenant c'est peut-être lui qui trouverait peut-être que son image ne serait pas tellement flattée s'il bossait avec nous. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour tous ces éléments et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en avait d'autres. On n'a pas pu tout prendre. Moi, je voulais rebondir pour clôturer ce webinaire sur une opération qu'on a en partenariat avec la Croix qui s'appelle de la data à l'infographie. Donc, c'était partir du baromètre des médias et des chiffres qui y sont représentés pour proposer aux élèves dans les classes une activité pédagogique autour de la data, c'est-à-dire de reprendre les chiffres là qui ont été présentés dans le baromètre et d'en faire une infographie à visée informative. Parce que voilà, le Clémy, on est quand même autour de l'information, c'est notre cœur de métier. Donc l'objectif, voilà, faire produire à des classes, des infographies à visée informative sur des chiffres du baromètre. Alors on a choisi, on a 2 niveaux, donc on vous mettra les liens, on vous donnera tous les liens par mail puisque en vous inscrivant au webinaire, on a vos mails et donc on va pouvoir vous transmettre toutes les informations. Donc nous proposons en fait 2 niveaux d'action jusqu'au cycle 4, jusqu'au cycle 3, pardon, jusqu'à la fin de la 6e. On va vous proposer 2 paradoxes qui ont été soulevés d'illustrer 2 paradoxes qui ont été soulevés par Jean-Christophe. C'est le premier paradoxe, c'est que plus de 75% des Français sont intéressés à l'actualité, mais une vingtaine de pourcents ou 30%, j'ai plus très bien les chiffres en mémoire, n'ont pas confiance. Voilà, premier paradoxe à illustrer. Donc les chiffres, vous les avez. Il faut que les élèves, eux, illustrent ça de manière informative. Et le deuxième paradoxe qui a été soulevé, c'est les Français s'informent à 70% par les réseaux sociaux, mais 25% seulement ont confiance dans les réseaux sociaux. Donc voilà, ces 2 paradoxes-là, on propose que vous travailliez sur ça avec les élèves et de sortir une infographie avec un texte accompagnant. L'objectif est de répondre aux questions du QQOQCP, qui, quoi, quand, pourquoi, comment, où. Donc voilà, ça va être ça l'objectif. Et pour cycle 4 et lycée, on vous propose de travailler, d'analyser un des thèmes que Jean-Christophe a proposé. C'est-à-dire, le premier thème, c'était l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'intelligence artificielle au niveau de
de l'information. Le deuxième, c'est êtes-vous prêt à payer pour accéder à l'information, la gratuité. Le troisième, je l'ai oublié bien évidemment, mais voilà, il y a 3 grands thèmes qui ont été décidés, et donc travailler sur l'un et à partir des données fournies par la Croix, voir comment les élèves peuvent faire une infographie qui puisse analyser ces thèmes-là. Donc on trouvait ça intéressant. Donc nous, on va vous fournir les données de la Croix, puisque sans ça, vous ne pourrez pas faire le travail. Donc ça répond aussi à une des questions qui a été posée. Est-ce qu'on va pouvoir accéder aux données? Évidemment oui, pour faire le travail. Nous vous enverrons tout ça par mail, encore une fois, à l'issue de la présentation. Et pour pouvoir participer à cette opération qui s'appelle de la data à l'infographie, il y a une inscription à faire par mail, et grâce à cette inscription, vous allez pouvoir suivre les 2 webinaires de janvier. Donc le premier qui sera animé par Kantar et par un journaliste ou une journaliste de la Croix, je ne sais pas qui sera là, qui va vous expliquer, c'est encore vous, qui vous expliqueront en fait concrètement comment eux, ils partent d'un questionnaire fait auprès de gens pour en faire un article journalistique. Donc toute cette démarche professionnelle qui est mise en œuvre. Et le deuxième webinaire, ce seront des enseignants qui mettent en place cette action pédagogique en classe et qui expliqueront concrètement comment eux font pour la mettre en œuvre. Donc voilà, 2 webinaires, mais là ils sont plus spécifiques, liés à l'action de la data à l'infographie, et ça ne sera plus dans le cadre des invités du cours. Voilà, et je vous enverrai toutes les informations avec le lien vers le replay de ce webinaire et le questionnaire d'évaluation de cette action. Je vous remercie à tous d'être restés, de nous avoir suivis d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Et voilà, je vous annonce que le prochain webinaire dans le cadre du cycle des invités du CLEMI portera sur le dessin de presse, et plus précisément sur comment travailler sur le dessin de presse en cycle 3, CM1, CM2. Le reste du programme pour le mois de janvier est déjà annoncé sur notre site internet. Je vous invite à aller le regarder dès maintenant, et nous vous tiendrons au courant évidemment de la suite de la programmation pour le reste de l'année. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, et encore merci Monsieur Ploquin d'avoir animé ce webinaire. Merci à vous, merci de votre attention. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.